Je vais vous montrer ma présentation, c'est l'implication de la modélisation hydrographique dérivée du LIDAR. Fait que dans le fond, le but, c'est de montrer d'où vient la modélisation hydrographique, ce qu'on fait à l'intérieur du laboratoire d'hydrologie, puis de comprendre un peu comment l'utiliser, parce que c'est facile, en fait, de faire ces étapes-là de modélisation hydrographique que je vais vous montrer pour générer les cours d'eau. Puis le même genre de problème s'applique également aux milieux humides là, qui sont dérivés des données LIDAR. Puis en fait, c'est que la modélisation hydrographique, elle doit être analysée méticuleusement. Il faut faire attention de ne pas regarder trop rapidement puis conclure que ça ne fonctionne pas. Fait que, dans le fond, ça fait 4 ans qu'on travaille, 4-5 ans qu'on travaille sur ces produits-là, qui sont disponibles d'ailleurs sur Forêt ouverte et Données Québec. Puis, dans le fond, on a réussi à catégoriser des erreurs potentielles. Puis, à chaque fois que la modélisation hydrographique, par exemple, ne fonctionne pas, c'est possible de la catégoriser dans ces 3 types d'erreurs-là. Je vais parler de 2 types d'erreurs en particulier dans ma présentation. Une troisième que je vais nommer verbalement, mais que je ne montrerai pas parce que c'est une erreur qui est quand même assez évidente et connue. Là, fait que si jamais vous voulez vous intéresser, là, il y a possibilité de chercher ça sur Google. Puis, ça va être... vous allez pouvoir tomber dessus. Donc, dans le fond, je vais commencer par ce qu'on cherche à modéliser, là, par la définition d'un cours d'eau. Normalement, dans la littérature, on classe l'écoulement de l'eau sur le territoire en 3 classes. Puis en fait, on a un drainage naturel qui, ça, en fait, n'est pas un cours d'eau. En fait, c'est le ruissellement de surface qui laisse des traces, fait que c'est soit par des fortes pluies ou la fonte des neiges. Puis, en fait, ça, il n'y a pas de présence d'un lit. Un lit, en fait, là, c'est ce qui donne la définition d'un cours d'eau. Ça, c'est des définitions qui sont issues du RADF, mais qui sont présentes aussi ailleurs dans la législation et dans la littérature. Donc, quand il y a un lit, il y a un cours d'eau. Un lit, c'est quoi? Il y a un fond et des berges. Donc, c'est vraiment un critère physique qui permet d'identifier un cours d'eau sur le terrain. Puis, il y a des cours d'eau intermittents où le lit s'assèche lors de périodes de sécheresse estivale. Puis, cours d'eau permanent où le lit circule à l'intérieur du lit en permanence, sauf lors de sécheresse exceptionnelle. La notion de régime d'écoulement, c'est important en milieu forestier, mais quand on sort de ce milieu-là, la notion de lit de cours d'eau devient encore plus importante là, parce que c'est vraiment un critère physique. Fait que ce qu'on cherche à modéliser, c'est des cours d'eau de tête. Puis, une petite mise en contexte, là, les cours d'eau qui sont disponibles au Québec là, avant l'arrivée de l'hydrographie dérivée du LIDAR, ce qu'on a rendu disponible sur Forêt ouverte, avant, c'était géo-interprété à partir de photographies aériennes. Puis en fait, c'est que les photographies aériennes, c'est qu'on ne voyait pas la microtopographie sous le couvert forestier. Fait que, par exemple, à cet endroit-ci, il y a un géo-interprète qui a interprété le cours d'eau ici. Mais quand on met le MNT ombré dérivé du LIDAR, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un lit assez perceptible là, avec un peu de méandre. Puis c'est que le LIDAR, ça met en évidence la microtopographie sous le couvert forestier. Fait qu'à partir de ces modèles numériques de terrain-là qui sont précis au mètre, on est capable de dériver très facilement l'hydrographie. Fait que c'est cours d'eau, milieu humide, milieu hydrique. Puis c'est utilisé depuis longtemps, ces méthodes-là, mais c'était tout le temps sur des modèles numériques de terrain grossiers. Donc, on n'avait pas vraiment là, cet aspect de microtopographie-là qui est ultra important pour l'hydrographie. Le LIDAR, là, juste vite de même, c'est du LIDAR aéroporté qu'on utilise. C'est une densité d'à peu près 2,5 points par mètre carré, fait que ça permet d'arriver à avoir des modèles numériques de terrain précis au mètre. Puis les produits, là, outre l'hydrographie, initialement, on peut dériver le modèle hauteur de canopée, un modèle numérique de surface qui est la canopée et le sol, puis le modèle numérique de terrain qui est carrément le sol sans les arbres. Fait que le modèle hauteur de canopée, c'est modèle numérique de surface moins le MNT, donc ça normalise la hauteur des arbres. Donc, c'est vraiment en fonction du rayonnement laser qu'on est capable d'obtenir ces informations-là. Donc, je vais vous montrer un peu, là, le but, ce n'est pas de parler des éléments méthodologiques, là, mais cette diapo, là, elle va permettre de comprendre le reste de mes explications. Fait que, je vais vous montrer un peu la modélisation hydrographique, comment ça fonctionne. Ça part d'un modèle numérique de terrain qui, pour la plupart, je pense, connaissent ça. C'est vraiment une matrice ou comme une photo, au lieu de contenir des valeurs ou des couleurs, ça contient des valeurs d'élévation.
à partir du modèle numérique de terrain, en haut, dans le fond, c'est un exemple simplifié. Puis la ligne d'en bas, c'est un exemple réel d'un modèle numérique de terrain. Les flèches ici, là, dans l'exemple du bas, c'est le sens d'écoulement de l'eau. Donc, à partir du modèle numérique de terrain, on est capable de trouver la direction de flux. La direction de flux, en fait, c'est qu'on regarde chaque pixel de la matrice et on regarde de quel côté il s'écoule. C'est-à-dire, c'est quoi le pixel voisin parmi ces 8 voisins qui est le plus bas. Par exemple, ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Y a-t-il quelqu'un qui peut confirmer? Oui. OK, super, merci. Dans le fond, le pixel 67, il se jette dans le pixel 44, c'est-à-dire en bas à droite. Donc, la valeur de codage, c'est de 2. Donc, à partir de cette direction de flux-là, on est capable, pour chaque pixel de la matrice, de déterminer où le sens d'écoulement va. Puis, on voit un exemple un petit peu plus complexe en bas avec la même symbologie, donc les mêmes couleurs. Puis, à partir de la direction de flux, on est capable de dériver l'accumulation de flux. Donc, par exemple, on voit que le pixel de 35 ici ramasse tous les pixels de la matrice, moins lui-même. Donc, c'est une matrice de 6 par 6. Donc, l'accumulation de flux de ce pixel-là, c'est 35. Même chose en bas, on a un exemple plus complexe un peu. Puis à partir d'un seuil, par exemple, si l'exemple d'en haut, on met un seuil de 5 pixels, on est capable de dire tout ce qui est en haut d'accumulation de 5 pixels, ben on dit que c'est un cours d'eau. Fait qu'on trace des lignes entre ces pixels-là, puis on est capable de dire l'aire de drainage minimal. Nous, c'est simple, c'est un MNT de 1 mètre par 1 mètre. Donc, l'aire de drainage, c'est en mètres carrés, puis après ça, on est capable de le mettre en hectares, là, un langage qui est bien connu par les forestiers. Là. Fait que, par exemple, nous, nos cours d'eau s'initient à peu près en milieu forestier à 1,5 hectare. Fait qu'un seuil de 1000 pixels ici, c'est un réseau qui est très dense. C'est 0,1 hectare, fait qu'on voit un peu à quoi ça peut ressembler. Fait que c'est vraiment ça le principe, puis tout découle de ça. Puis à partir de ça, ben, comme je dis, on a déterminé c'est quoi les 3 types d'erreurs potentielles pour que quand on regarde un modèle numérique, ben pas un modèle numérique de terrain, mais de l'hydrographie d'or, on soit capable de vraiment dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, dans le fond, le premier type d'erreur dont je ne vous parlerai pas, là, mais je vais quand même en glisser un mot, c'est les remblais sur les chemins forestiers ou peu importe quel chemin, là, par exemple une autoroute. Quand un remblai est très élevé, ben, le modèle numérique de terrain détecte ces remblais-là, mais les ponceaux qui font passer l'eau sous le remblai, eux autres, ils ne sont pas détectés. Fait que ce qui fait en sorte que sur des mises en forme de chemins qui sont très, très élevées, dans des formes de pentes particulières, ben, les écoulements sont déviés le long des chemins. Fait qu'à partir de ce moment-là, on utilise une technique nommée brûlage. Il faut juste, dans le fond, baisser les valeurs d'élévation le long du ponceau sur des remblais épais. Donc, ça, c'est un type d'erreur qui est quand même assez présent sur des territoires, particulièrement ceux qui sont anthropisés, milieu périurbain. Là, il y a beaucoup de déviations de cours d'eau dérivés du lidar, mais j'en parlerai pas parce que c'est une méthode qui est le brûlage. C'est une méthode qui est simple et dont les solutions sont évidentes. Donc, il s'agit d'avoir la position des ponceaux sur le territoire. On travaille actuellement là, avec d'ailleurs le ministère de l'Énergie et Ressources, MERN, pour justement essayer d'avoir la position des ponceaux, une base de données qui est centralisée. Donc, dès qu'on a la position des ponceaux, on est capable de vraiment corriger cette erreur-là. Donc, ça, c'est le premier type d'erreur quand, par exemple, on se rend compte que les cours d'eau, les lidars ne fonctionnent pas et sont déviés. Deuxième type d'erreur, ben, c'est la variabilité du positionnement. Puis, ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, si j'ai des cours d'eau réels sur le terrain qui ont été relevés, puis le point d'intermittence, c'est l'endroit où commence le cours d'eau. Donc, le lit du cours d'eau, il est présent en bleu, en turquoise. Donc, tout ça ici, là, ce que je vous présente, c'est basé sur des données terrain. Puis en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on ajoute du bruit cohérent avec l'erreur de la donnée, c'est-à-dire des données lidar, donc on met sur le MNT une erreur d'élévation de plus ou moins 15 cm, ce qui n'est pas grand-chose. Puis des fois, la plupart du temps, c'est même 2 cm. Ben, on remarque que certains milieux ont une grande variabilité de positionnement des cours d'eau. Donc, on a une grande difficulté à identifier leur positionnement. Puis souvent, c'est des zones avec très peu de pente. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, on a 3 points d'intermittence. Quand on met des seuils, ça, c'est différents seuils, là, juste pour votre info. Drainage naturel commence à
0,5 hectares, zone d'intermittence 1,5 hectares, intermittent 3 hectares, zone de permanence 10 hectares et permanent 25 hectares. Donc, c'est tous des cours d'eau qu'on a essayés selon la méthode que je vous ai présentée. Puis, par exemple, le cours d'eau 2, je vais prendre celui-là ici, bien, il est classé comme un cours d'eau permanent. Sauf que si on fait varier l'élévation très légèrement du modèle numérique de terrain, ce même cours d'eau-là devient plus permanent, mais il devient dans une zone d'intermittence. Puis là, je vais montrer plusieurs exemples. Là, il devient intermittent. Là, il devient une zone d'intermittence également. Encore. Puis ouais, c'est ça. Fait que, on voit, par exemple, là, ici, la zone en haut, là, des fois, même ce grand versant-là ne va ni se jeter dans le cours d'eau 1, 2 ou 3, puis il fait juste partir sur le côté. Puis en fait, ce qui arrive, là, c'est que si on fait cette... Fait que c'est ça, dans le fond, la classe du cours d'eau va dépendre de l'aire de drainage. Donc, les zones avec très peu de pentes, puis des situations particulières, c'est-à-dire des pentes convexes un peu, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une erreur qui est inhérente à la forme du terrain. Donc, les zones avec très peu de pentes possèdent une incertitude élevée du positionnement. Puis souvent, c'est des milieux humides, en fait. Il y a une diffusion de l'eau qu'on est capable de modéliser assez aisément. Donc, la zone ici possède une incertitude très élevée. Parce que, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris 100 fois le réseau hydrographique que je vous ai montré dans les diapos auparavant. C'est-à-dire, c'est 100 fois une erreur aléatoire dans le modèle numérique de terrain. Puis j'ai additionné tous ces réseaux hydrographiques-là, puis j'ai fait une moyenne de l'accumulation de flux. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus encaissés que d'autres. Puis ça, à partir de ce moment-là, c'est possible de dire qu'un cours d'eau, une ligne issue du réseau hydrographique qui est dans la zone plan, en zone avec très peu de pentes ou des pentes convexes, son positionnement ne sera pas nécessairement certain versus un endroit qui est très encaissé. Donc, ça m'en en phase de... Oui. Francis, je sais que tu es une invité à dernière minute. En visite 12 minutes, je ne sais pas à quel point on devrait tenir à ça. Mais, moi, il me reste une seule, 2-3 diapos. J'ai fini dans peut-être une minute. Là. Je ne sais pas si vous me permettez. Oui. OK, c'est bon. Puis en fait, là, c'est l'incision du territoire. C'est un critère physique, dans certains cas, qui peut identifier la présence d'un cours d'eau. Donc, un autre type d'erreur, c'est l'influence des dépôts de surface. En fait, ce qui est important de considérer, c'est la réponse hydrologique en zone homogène du territoire parce que l'infiltration de l'eau, c'est quelque chose de réel. Puis, justement, l'incision du territoire, ça permet de dire s'il y a oui ou non présence d'un cours d'eau. Fait qu'il faut être conscient de la complexité du territoire pour connaître les endroits à risque, les endroits fragiles. Donc, à ce moment-là, c'est différent, ce dépôt-là, qui est très infiltrant par rapport, par exemple, à un dépôt de même, où c'est en bouclier canadien, donc il y a très peu d'infiltration, puis le ruissellement de surface est beaucoup plus présent. Donc, l'aire de drainage varie. Également, ici, en milieu humide, c'est un dépôt différent, donc l'initiation des cours d'eau va être différente. Donc, la manière dont on interprète les cours d'eau leader va être différente aussi. Également, ici, on voit une jonction entre le bouclier canadien et un territoire agricole. Donc, tout ça, je vous montre les réseaux hydrographiques avec 100 itérations. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction des dépôts, ça, c'est l'aire de drainage nécessaire pour initier un cours d'eau intermittent. Elle varie, dans le fond. C'est entre 1,4 et 4 hectares. Ça, c'est les dépôts glaciaires. Mais si on s'en va dans des dépôts infiltrants ou une affectation anthropique, on voit que l'aire de drainage nécessaire pour initier un cours d'eau, c'est très différent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aire de drainage est très variable sur certains territoires où les eaux souterraines sont impliquées. Donc, il faut prendre ça en considération quand on interprète les cours d'eau issus du LIDAR. Donc, en conclusion, les résultats de la modélisation, ça restera toujours imparfait puisque ça représente l'écoulement de l'eau à la surface du sol. Mais même sans analyse visuelle approfondie des réseaux hydrographiques, la précision des cours d'eau est nettement améliorée. C'est très important de faire la dernière étape cruciale d'interprétation visuelle en superposant plusieurs couches. J'en montre ici. Puis, ultimement, là, les gens qui connaissent bien l'hydrographie d'un territoire, ils peuvent jouer un rôle crucial lors de l'usage des produits hydrographiques dérivés du LIDAR. Il faut simplement prendre le temps de comprendre ces limites-là, c'est-à-dire les 3 limites dont je vous ai parlé. Fait que les cours d'eau qui sont déviés le long des chemins, l'incertitude de positionnement sur des pentes faibles ou convexes et le rôle des dépôts de surface et des processus de
création des cours. Donc, c'était ça pour ma présentation. Super, merci beaucoup. Très intéressant et le fait d'avoir pris le relève à la dernière minute, c'est Ça fait plaisir. très apprécié. Je vois qu'il y a des mains levées, donc comme Mélanie a expliqué, on garde toutes les questions pour la fin de la séance. Donc, gardez vos questions si vous avez peur de les oublier, écrivez-les dans les chats et on va les reprendre dans quelques minutes.